Spotlight, le podcast de décryptage ciné-série qui met en lumière les phénomènes du moment. Spotlight. Spécial Clint Eastwood dans notre podcast Spotlight à l'occasion de la sortie du cas Richard Jewell, son nouveau film en salle ce 19 février. On va revenir sur l'immense filmo de Clint Eastwood à travers ses héros et les thématiques qui habitent son cinéma. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité, Nicolas Pariser, réalisateur d'Alice et le maire et du Grand Jeu, mais aussi inconditionnel du cinéma de Clint Eastwood. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je suis Brigitte Baronnet et je suis entourée pour cette émission de deux de nos plus grands fans du cinéma de Clint Eastwood à la rédac d'Allociné. J'ai nommé Corentin Palanchini, salut. Bonjour. Et Vincent Formica, salut. Salut. À 89 printemps, Clint Eastwood dévoile son 39e film, j'ai compté, en tant que réalisateur, un an à peine après la sortie de La Mule. Ce nouveau film, c'est le cas Richard Jewell, inspiré de l'histoire vraie de cet homme qu'on connaît peu en France, mais dont la destinée a été assez folle et captive de bout en bout dans ce film qui lui est consacré. Je vous pitche rapidement le film. 1996, nous sommes aux Jeux d'Atlanta, c'est l'été, on écoute et on danse sur la Macarena, si. Le personnage principal du film, Richard Jewell, fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies, mais il se retrouve bientôt suspecté de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des États-Unis. Voilà le point de départ du film. Et si on ne connaît rien de l'histoire vraie, il y a beaucoup de suspense. Et même si on en connaît les rebondissements, on ne peut qu'être captivé par ce héros américain à la Eastwood. Alors, autour de la table, Corentin, tu as vu le film, moi aussi. Mais Nicolas et Vincent, vous n'avez pas pu le voir. Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que, comme ça vous semble un bon pitch pour un film de Clint Eastwood ? Nicolas ? Pour moi, il n'y a pas vraiment de bon pitch pour un film de Clint Eastwood. Je vais tous les voir depuis que j'ai 16 ou 17 ans, donc ça pourrait parler de n'importe quoi, j'irai le voir. Donc, Je crois que moi c'est pareil, ouais. Tous les films de Clint Eastwood, c'est un film qu'il faut voir, quoi. Et puis moi le pitch par contre me donne vraiment envie parce que c'est un peu comme c'est toujours ce côté héros du quotidien qui est un peu mis à mal dans une Amérique toujours un peu prompte à être très très rigoriste dans l'administratif, etc. Surtout le FBI, on en reparlera, qui reste un organe un peu très très parano et qui va un peu mettre à mal ce pauvre Richard Jewell. Donc ça m'intéresse beaucoup. C'est une émission qui va être un peu à la gloire de Clint Eastwood, d'où le projet de cette émission. Mais donc vous disiez tous les deux que dès qu'il y a un film de Clint Eastwood qui sort, vous y allez. Pourquoi c'est un rendez-vous, un film de Clint Eastwood ? Oui, alors après, moi, je suis vraiment un peu déformé, je pense, par la politique des auteurs. Quand il y a un auteur qui m'intéresse ou que j'aime, en général, je vais voir tous ces films et puis j'essaie de rattraper ceux que j'ai pas vus. Donc, je me pose pas tellement la question du sujet, des comédiens et tout ça. J'y vais. Et donc, Clint Eastwood fait partie, alors maintenant malheureusement je vais moins au cinéma que quand j'avais 20 ans, mais enfin disons qu'il fait partie des 10-12 metteurs en scène dans le monde dont je vais voir systématiquement tous les films. Et d'ailleurs même, je sais par exemple Woody Allen dont j'allais voir tous les films pendant très longtemps. À partir du moment où j'ai arrêté de les voir régulièrement, souvent j'en ratais un qui était très bon. Et puis du coup j'essaie de rattraper le suivant qui était moins bon. Donc de toute façon quand il y a un grand metteur en scène qui fait énormément de films, en général je vais tous les voir de peur de rater celui qui est bon, même s'ils le sont pas tous. Disons dans des fins de carrière comme ça, il arrive que certains films soient moins réussis, mais en fait on sait jamais. Il y a un film qui peut paraître très réussi peut ne pas l'être, et puis un film qui paraît mineur va être génial. Donc pour être sûr, comme je suis un peu angoissé, je vais tous les voir. Voilà. Quentin, justement, je le disais tout à l'heure, tu as pu voir ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que toi aussi tu me rejoins sur le côté un peu haletant du film où vraiment on a envie de savoir ce qui va lui arriver, même si souvent on peut avoir des indices grâce à la bande-annonce sur comment ça va se dérouler pour lui. Oui, c'est vraiment un film qui tient en haleine. C'est un film passionnant parce que le personnage principal a des côtés qui ne séduiront pas tout le monde, mais qui a un côté irrémédiablement attachant parce que ce qui lui arrive, si on croit à son histoire, n'est pas juste. Et du coup, oui, on va être dans cette espèce de tension de savoir ce que, quand on connaît pas évidemment
comme c'était mon cas quand j'ai vu le film, comment s'est conclue cette histoire, on se dit mais c'est pas possible, jusqu'où ça va aller, jusqu'où l'enquête menée contre lui va aller. J'ai trouvé ça vraiment passionnant et j'ai vraiment pas vu le temps passer, vraiment pas. Parlons du casting, justement. Clint Eastwood, contrairement à La Mule, son dernier film jusqu'ici ne joue pas dedans. Il a réuni côté star Sam Rockwell, Kathy Bates, John Hamm et Olivia Wilde. Et le héros, quant à lui, est joué par un certain Paul Walter Hauser. Alors, je dois avouer que je ne le connaissais absolument pas quand j'ai découvert le film et je pensais même que c'était un acteur qui avait été repéré exprès pour ce film, mais pas du tout. Et justement, Corentin, tu vas nous en dire un petit peu plus à son sujet. Oui, c'est un acteur qui n'était pas forcément, je répète son nom, Paul Walter Hauser, qui n'était pas vraiment très très connu parce qu'il avait jamais eu de rôle principal, mais on l'avait vu assez récemment dans le film de Spike Lee, Black Klansman, où il faisait un des membres du Ku Klux Klan. Il avait aussi joué dans Moi, Tonya, il avait joué dans Late Night qui était sorti l'an dernier. Et donc il a eu cette année la Hollywood Critics Association lui a remis le prix d'acteur game changer, donc un acteur qui en devenir va faire merveille selon eux. Et c'est un comédien qui a un projet tout à fait intéressant parce qu'il va retrouver Spike Lee dans un film qui s'appelle The Five Bloods. Je dis bien Da Five Bloods, c'est écrit D-A, Da Five Bloods, et qui raconte un groupe de vétérans qui retournent dans la jungle pour retrouver leur innocence perdue. Et donc je pense que c'est un film qui sera au Festival de Cannes puisqu'il est terminé, que Spike Lee est le président du jury, et que le casting compte quand même Chadwick Boseman, Giancarlo Esposito, mais aussi des Français comme Jean Reno et Mélanie Thierry. Donc je pense que le film a de grandes chances d'être là-bas, sans doute hors compétition. Ouais. Voilà. Pour la petite histoire, c'est pas Paul Walter Hauser qui était le premier choix pour le rôle, puisqu'au départ ça devait être Jonah Hill, qui est plus connu pour ses rôles comiques, mais qui de plus en plus tend vers le dramatique. Et puis finalement, ce sera pas lui qui sera conservé pour le rôle, mais il reste producteur du cas Richard Jewell. Donc il est resté impliqué. Il y a eu pas mal de changements de casting, je crois si je dis pas de bêtises, à une époque, il n'y avait pas Leonardo DiCaprio qui était associé au film. Ouais. Si, tout à fait. Il était associé en même temps que Jonah Hill. Et puis, le choix s'est pas fait parce qu'aussi, je pense que DiCaprio est quelqu'un de très très occupé. Il avait le Tarantino, je pense, à peu près au même zoo. Donc, je pense que ça n'a pas pu se faire pour ça. Et puis, Jonah Hill a quitté aussi le projet, tout en restant impliqué, comme j'ai dit, financièrement. Ce héros, oui, on a de l'empathie pour lui et c'est une des forces du film, c'est que voilà, on s'identifie aux épreuves qu'il vit. Et alors, inévitablement, quand on parle de Clint Eastwood, on pense politique. Souvent, ces héros, il y a aussi un peu un message politique derrière. Alors, est-ce que tu dirais, Corentin, que le cas Richard Jewell est un film politique ? C'est une vaste question. Je dirais que c'est un vrai film de Clint Eastwood en tout cas, parce que comme disait Vincent, t'avais évoqué le fait que Eastwood s'en prend souvent à la bureaucratie pour faire large. Où il appelle souvent ça dans ses films les gens en costume, les suitsmen. Il s'en prend souvent au gouvernement ou à des organismes comme ça. Il y a ça dans le film complètement. Après, il y a ce côté-là, mais je crois qu'on est surtout dans l'intimité de ce que vit cet homme, Richard Jewell, et comment son entourage aussi va vivre ce qui lui arrive, puisqu'il se retrouve, comme tu disais en préambule, de héros à mec complètement honni, et ça va avoir des répercussions sur sa vie de famille. Il y a sa mère qui est jouée par Kathy Bates, qui est formidable d'ailleurs dans le film, qui a été nommée à l'Oscar pour du second rôle qu'il n'a pas eu, mais elle était nommée. Aux Golden Globes aussi. Voilà, on va être beaucoup avec eux et beaucoup autour de l'avocat, ce qui va former une sorte de trio qui serre les coudes dans cette tempête médiatique et qui va s'emparer de l'affaire et qui va la monter en épingle assez rapidement. Et oui, donc je dirais qu'on est à la fois dans le politique et dans l'intime. Et généralement, ça donne plutôt des bons films. Le cas de Richard Jewell, ça sort le 19 février. Faut une nouvelle cassette. Bon, Richard, voilà ce qu'on va faire. Il nous faut un échantillon de voix. Vous allez dire dans ce téléphone, il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Richard, vous êtes devenu un héros national. Merci, monsieur. Mais j'ai fait mon travail, c'est tout.
On avait envie de vous recevoir, Nicolas Pariser, parce que quand on a sondé un petit peu autour de nous pour savoir qui du cinéma français serait un invité passionné par Clint Eastwood, votre nom a très vite surgi. Et donc, tout simplement, je voulais savoir comment avait commencé votre relation, si je puis dire, avec Clint Eastwood, qu'elle soit cinéphile d'abord et professionnelle. Alors, cinéphile, c'est un peu compliqué parce que, comme enfant, j'aimais pas tellement Clint Eastwood. Parce que j'ai grandi dans les années 80 et il y avait des films qui étaient tellement pour moi, qui étaient en gros, pour le dire vite, les productions Spielberg, c'est-à-dire les Indiana Jones, les Retour vers le futur, les films de Joe Dante, et puis les films de Spielberg aussi, que Clint Eastwood me paraissait un peu vieillot. Et je me souviens très bien, j'avais un ami qui adorait Clint Eastwood et moi, j'adorais Harrison Ford. Parce que ça me paraissait plus, j'étais plus Indiana Jones et Han Solo que Inspector Harry. Donc voilà, comme adolescent, ça m'intéressait pas du tout. Et puis, je pense que ça a dû un peu basculer au tout début des années 90, quand je suis vraiment devenu cinéphile, que j'ai commencé à lire les cahiers du cinéma et que j'ai appris, parce que je connaissais pas grand-chose, que par exemple les cahiers du cinéma disaient que c'était le plus grand cinéaste américain. Alors que moi, j'étais plutôt dans un truc Coppola, Scorsese, Spielberg, Woody Allen. J'étais pas au courant, disons, de l'importance de Eastwood, sachant en plus que comme enfant, j'avais pas vu les films de Sergio Leone. C'est-à-dire, j'ai vu les films de Sergio Leone très tard. Donc même comme star, ça me disait rien du tout. Et pour moi, c'était quelque chose. Il y avait un truc. Il était de la même génération que Steve McQueen, c'est-à-dire vraiment. Une génération plutôt des années 70. Et puis je pense qu'il y a quand même eu alors un double choc qui a été Impitoyable en 92, donc j'avais 18 ans, alors qui pour le coup, quand on voit ça à 18 ans, est quand même un chef-d'œuvre très imposant et effectivement voilà, on se dit si le plus grand cinéaste américain c'est ça, on est d'accord. Enfin voilà, il y a quelque chose d'absolument indiscutable, comme Western, Crépusculaire, Terminal, etc., qui est un film absolument magnifique. Et il se trouve que quelques mois plus tard, il fait Un monde parfait, donc avec Kevin Costner, qui est la grande star de l'époque, que je trouve encore meilleur, c'est-à-dire qu'il surpasse même le chef-d'œuvre qui était Impitoyable avec Un monde parfait. Et Un monde parfait, c'est un des très très grands films des années 90. D'ailleurs, bizarrement, je trouve qu'on l'a un peu oublié. Alors que c'est quand même un de ses plus beaux films. Et puis très rapidement après, je crois qu'il y a Les Pleins pouvoirs hantent, mais enfin il fait Sur la route de Madison, qui est une espèce de somptueux mélo totalement bouleversant. Donc voilà, entre mes 17-18 ans et mes 20 ans, il fait au moins 3 très grands chefs-d'œuvre du cinéma hollywoodien. Donc ça me fait m'intéresser très fortement à lui. Et puis comme c'est quand même quelqu'un qui a fait des films qui ont très bien marché, c'est assez facile de les rattraper, que ce soit à l'époque en VHS ou à la télévision ou dans divers rétrospectives dans des cinémas d'art et essai du quartier latin. Et donc je pense qu'assez rapidement, je réussis à voir tous ces films et à essayer d'avoir une vision un peu rétrospective de son œuvre. Et là, il y a effectivement quelque chose d'extrêmement conséquent et d'assez discret. C'est-à-dire que autant la carrière pour prendre peut-être l'autre très grand metteur en scène de cette époque qui est De Palma, De Palma, ça se voit que c'est un très grand metteur en scène et il fait des films qui sont un peu des rendez-vous de cinéphiles et chaque film marque quelque chose, marque un peu son temps. Alors que Eastwood, pendant quand même très longtemps, dans les années 70-80, il continue à faire des films commerciaux comme acteur, mais aussi comme metteur en scène, qui n'en impose pas beaucoup. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quand même, à un moment donné, avant Impitoyable, c'est quelqu'un qui fait un film ambitieux et puis ensuite un film pour assurer au box-office. Donc c'est quelqu'un qui est capable de faire Bird, qui est un film d'auteur qui va à Cannes, qui aurait tout à fait pu avoir la Palme d'Or. Puis après, il fait un film comme La Relève avec Charlie Sheen, qui est une espèce de polar bien foutu, mais enfin qui n'a pas cette ambition-là. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'assez curieux dans ces années-là, c'est qu'il continue à faire des films un peu routiniers. Même s'ils sont très bons. Par exemple, j'ai un très bon souvenir du retour de l'inspecteur Harry, enfin qui est vraiment pratiquement un blockbuster de l'époque. Et puis après, il fait des films d'auteur
ils peuvent pas du tout avoir le même destin au box-office. Et puis ça change avec Impitoyable, encore que pas tellement, parce que c'est vrai que même dans les années 90-2000, ils continuent à faire des films comme ça, comme Créance de sang, ou le film sur la peine de mort dont j'ai oublié le nom, qui sont encore des films où, où il se met Jugé coupable. Jugé coupable, voilà, où il se met en scène, et qui sont des films a priori moins originaux, même s'il y en a certains qui sont très attachants et très bons. Donc voilà, donc c'est un cinéaste qui, moi, m'a passionné aussi pour ça, c'est-à-dire que c'était à la fois un auteur moderne, c'est-à-dire l'équivalent de, je sais pas, de Almodovar ou de David Lynch, c'est-à-dire une grande figure du cinéma contemporain qui fait voilà des films comme ça. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est complètement impliqué dans le cinéma commercial hollywoodien de série. Et c'est vrai que quand on est cinéphile, on a toujours ce rêve de quelqu'un qui soit à la fois un très grand artiste, mais qui soit en même temps à l'intérieur de l'industrie. C'est-à-dire que on peut avoir disons de l'admiration pour des outsiders, pour des gens qui... Enfin, quand même, le cinéma hollywoodien a cette particularité d'avoir que les plus grands metteurs en scène hollywoodiens sont quand même des gens qui ont fait des films qui ont marché et qui étaient des films industriels, que ce soit John Ford, Howard Hawks, Hitchcock. Puis ils ont besoin que les films marchent. C'est-à-dire qu'après, c'est une industrie qui est tellement dure et tellement basée sur l'argent qu'ils ont dû... Enfin, c'est très rare de trouver un cinéaste américain qui arrive à faire des films qui soient complètement des films d'auteur avec des sujets forts portés par des acteurs impliqués, etc. Et d'avoir des succès au box-office. Et quand on n'a aucun des deux, ça devient vite très très compliqué et on disparaît très vite. On est très vite oublié par l'industrie, pas par les cinéphiles évidemment, mais... Donc voilà, donc c'est ça qui m'a intéressé. Et puis après, il se trouve qu'ensuite, alors professionnellement, c'est peut-être un bien grand mot, mais ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour Pierre Rissian, qui est donc le critique, producteur, en tout cas cinéphile français. Alors qu'il l'a découvert, c'est peut-être un bien grand moment. Enfin, je pense qu'on peut dire qu'il l'a découvert comme auteur de films dès ses premiers films. Donc moi, j'étais l'assistant donc de Pierre Rissian pendant plusieurs années au début des années 2000, et il se trouve que Pierre Rissian s'occupait de la promotion des films en France, ce qui voulait dire aussi de la promotion du film quand il était à Cannes, et chose très importante pour lui et puis finalement pour moi aussi, parce que on faisait les sous-titres de ces films. Donc j'ai fait les sous-titres de plusieurs films de Eastwood avec Pierre Rissian, et aussi quelqu'un dont on sait moins qui a fait des sous-titres, qui s'appelait Pierre Cottrell, et qui était le producteur de Jean Eustache et d'Éric Romer. Donc voilà, il y avait quand même quelque chose de que j'aimais bien. Moi, j'étais à la fin de ma vingtaine, et je faisais des sous-titres pour des films de Clint Eastwood avec le producteur de La Maman et la Putain. Donc je trouvais ça vraiment super excitant. Et donc voilà, donc après je l'ai croisé 3-4 fois dans des couloirs ou dans des dîners. Voilà, et après c'est vrai, il y a quelque chose quand on le rencontre d'assez irréel. On a l'impression qu'il n'existe pas. On a presque l'impression que c'est un mirage, ou je sais pas, une image de synthèse, ou un homme sans nom. On n'a pas du tout l'impression qu'on rencontre quelqu'un qui existe. Mais donc voilà, en gros, comment je suis venu à Clint Eastwood, vraiment par la cinéphilie et pas du tout par l'admiration d'enfance. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'admirais les films de Spielberg et pas du tout les films d'Eastwood. En tout cas, de l'avoir croisé, c'est déjà super, parce que maintenant, il est très rare. Enfin, je pense qu'il vient très, très rare. Enfin, je sais pas s'il quitte beaucoup les États-Unis. Il est venu à l'Institut Lumière il y a quelques années, je crois, pour un hommage qui lui était rendu, mais il vient quasiment plus en France, en tout cas pour des événements qui lui sont consacrés. Et toi, Corentin, qui suis ces films depuis presque 10 ans chez Allociné, tu n'as jamais eu l'occasion de le rencontrer. Et non, donc, il se fait rare, le bougre. Se fait rare, mais voilà, on attend effectivement chacun de ces films avec impatience. Et c'est vrai que ce qui était intéressant avec ce que vous nous disiez à l'instant, Nicolas Pariser, c'est que avec les quelques noms que vous nous avez dit ça et là de sa filmographie, ça montre à nouveau la diversité, parce que c'était des genres très différents à chaque fois. Donc j'ai envie de vous poser à chacun justement quel est le film que vous préférez de sa filmographie. Question très difficile, parce que comme justement il y a plein de genres, ça exprime un petit peu ce que vous préférez chez lui. Alors moi je vais me lancer, parce que c'est peut-être mon côté midinette qui va parler, mais vraiment Sur la route de Madison, que j'ai pas revu depuis très longtemps, mais presque je n'ai pas envie de revoir, parce que
j'en ai un souvenir très fort. Voilà, moi c'est le film que je retiens parce que voilà, certes c'est un mélo, mais c'est le mélo est parfait. On n'a pas envie de les quitter à la fin du film, et pour moi c'est sans doute un des plus beaux compliments qu'on peut faire sur un film quand voilà on a envie de rester avec eux, que l'histoire se prolonge. S'il fallait en retenir qu'un seul, la question très difficile, Vincent. Moi justement, vous parliez, Nicolas, d'un monde parfait, et je pense que je citerai celui-là parce que déjà quand je l'ai découvert, j'aimais beaucoup aussi Kevin Costner, qui était un peu pour moi une sorte de papa de cinéma, un peu comme l'était Harrison Ford aussi, comme vous parliez. Pour moi c'était les deux héros de mon enfance et de mon adolescence, ces deux acteurs. Et du coup j'ai été vraiment très très touché par ce film, son personnage de bandit qui kidnappe un enfant, qui finalement va le prendre sous son aile, avec Clint Eastwood qui le traque dans une Amérique des années 60. Toujours aussi un peu bureaucratique aussi parce que c'était le moment où Kennedy venait à Dallas. Il y avait aussi un peu un sous-texte politique déjà, et donc ouais, je pense que c'est le film qui m'a le plus marqué, je dirais. Je suis un peu embêté parce que vous avez sorti, vous avez chacun choisi un film que j'aurais pu choisir. Disons dans un genre très gros film, très ambitieux, José Wells hors la loi, qui est je pense pas me tromper, le premier western qu'il ait réalisé. C'est le second, pardon. Oui, c'était après L'Homme des Hautes Plaines. D'accord. Enfin bon, disons, il me paraît plus ambitieux que L'Homme des Hautes Plaines, disons peut-être moins directement eastwoodien, c'est-à-dire c'est moins sur le personnage, et voilà. Et le film me paraît plus ample. Enfin, c'est vraiment un des très très grands films des années 70. Et qui est quand même une décennie importante et une assez grande décennie pour le cinéma américain, donc c'est vraiment un des très grands films américains. Donc j'irais José Wells hors la loi. Et si je voulais dire un truc un peu plus snob, ou voilà, moi il y a un film qui s'appelle Breezy, qui est un de ses tout premiers films, qui est une histoire d'amour entre une jeune fille et un William Holden vieillissant. Avec une superbe musique de Michel Legrand. C'est un film que je trouve extrêmement attachant. Après, j'aime beaucoup La Mule aussi. Enfin, je veux dire, qui est le dernier film que j'ai vu. Mais voilà, je dirais que puisque vous m'avez pris Un monde parfait et sur la route de Madison, je dirais peut-être José Wells hors la loi. Et toi, Corentin, est-ce qu'on t'a piqué aussi des... Oui, parce que moi c'était José Wells hors la loi. Ah bon, effectivement. oh là là, Non mais c'est vrai, parce que je trouve que c'est vraiment au-delà d'être un bon western, ce qu'on n'a pas de doute que Clint Eastwood sait faire. C'est un film qui, pour les gens qui pensent que Clint Eastwood n'est pas humaniste, je les encourage à regarder à 2 fois José Wells hors la loi, qui est vraiment un film qui prend place à la fin de la guerre de sécession, et au moment où les sudistes on leur offre une possibilité de se rallier au Nord, enfin de tomber les armes, et la façon dont le Nord va accueillir ça, qui est absolument formidable, et donc je trouve que c'est un film extrêmement fort. Et j'ajouterais, puisque bon, vous l'avez laissé libre gentiment, évidemment, Impitoyable, qui est on ne le dira jamais assez, un très très grand film, un des grands films américains des années 90, un des grands westerns tout court, et vraiment, comme vous le disiez quand vous l'avez abordé, un film qui met presque un point final. D'ailleurs, Eastwood à ce jour n'a pas refait de western depuis, et je pense que c'est parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire avec le genre. Il y a quand même 2 films qui se ressemblent beaucoup, que j'aime énormément aussi, qui c'est du fin des années 70, début des années 80. C'est Bronco Billy et surtout Honky Tonk Man. Voilà, Honky Tonk Man, pareil, c'est un film dont on parle relativement peu. Donc voilà, Clint Eastwood qui joue le rôle d'un chanteur de folk ou de country. Country, ouais. Voilà, pendant la Grande Dépression. Et qui est un film magnifique. Voilà, c'est 2 films dont il a le rôle principal. D'ailleurs, dans Honky Tonk Man, il chante lui-même, qui sont un peu sur l'envers, disons, de la mythologie américaine, sur un chanteur et puis un faux cow-boy qui travaille dans un cirque. Et c'est 2 très beaux films. Qui sont un peu entre les deux, qui sont ni comme Bird, des grands films d'auteurs internationaux, ni comme Le Retour de l'inspecteur Harry, ou même un film très très mineur que j'ai revu récemment, Le Maître de guerre, qui sont vraiment des films qui étaient faits pour asseoir sa statut de star comme comédien, quoi. Mais donc voilà, c'est deux films que je trouve très attachants et
qui peuvent être une bonne porte d'entrée pour ceux qui voudraient découvrir l'œuvre d'Eastwood comme réalisateur. Ouais, c'est vrai que c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment deux films mélancoliques et vraiment même bouleversants, on peut dire. Hein. Il y a vraiment des moments très forts dans ces deux films que effectivement, moi, je peux que acquiescer. Il faut le redécouvrir. Donc, on redit les titres Bronco Billy et Honky Tonk Man. Voilà, une filmographie riche de 39 films, je le disais, donc ça fait du boulot si on veut tout rattraper, donc du coup c'est bien, on vous donne les essentiels, et peut-être aussi ça vous intéressera de savoir quels sont les films qui ont le plus marché en France de la filmographie de Clint Eastwood. Est-ce que là, comme ça, je vous prends au débeauté, est-ce que vous savez quel est son plus grand succès? Plus grand succès. Je dirais $1 Million Baby peut-être. Peut-être Le Bon la Brute du coup à l'époque. Mais ça c'est dans il les films dans lesquels il a joué. Qu'il a réalisé. Qu'il a réalisé, d'accord. Alors toi tu as trouvé le numéro 2. T'as dit $1 Million Baby. $1 Million Baby. Ouais, c'est vrai que... c'est vrai qu'il y a les films récents aussi. Parce que j'aurais dit, je crois qu'Impitoyable a bien marché en salle, mais peut-être pas au point de figurer dans un top. Sur le rôle de Madison, non? Non plus. Alors moi j'avoue ça m'a surpris, c'est Grand Torino. Ah d'accord. Andou, le réalisateur de l'émission, l'avait 3,4 millions d'entrées. Ah oui, quand même. Et c'est vrai qu'il a eu un certain nombre de films qui ont dépassé les 3 millions d'entrées. Et puis c'est quand même effectivement un auteur qui a un public fidèle parce que voilà, il y a toujours un joli succès pour ses films. Donc le premier c'est Grand Torino, le deuxième $1 Million Baby, troisième Un Monde Parfait, Invictus et enfin American Sniper. Voilà, American Sniper qui était un énorme succès aux États-Unis, qui a même mieux marché que les films Marvel de cette année-là, à une époque où Marvel raflait déjà tout. Ouais. Il y a vraiment un phénomène assez incroyable pour ce film-là. Alors après, je pense que le film a marché pour des raisons probablement pas très bonnes, mais en tout cas, c'est vrai que je pense que jamais un réalisateur américain de cet âge-là, avec l'aura qu'il a, n'a eu... c'est-à-dire que même Spielberg, avec ses films d'auteur, n'arrive pas à ce niveau de succès-là. Quoi. J'ai une question à vous poser, Chris. Seriez-vous surpris si je vous disais que la Navy vous a attribué plus de 160 morts? Vous êtes-vous déjà dit que vous avez vu ou fait des choses que vous préféreriez effacer? Oh, je suis pas comme ça, non. Je le disais en sommaire, après Richard Jewell, on avait envie de s'intéresser aux héros mis en lumière par Clint Eastwood. C'est vraiment l'un des fils conducteurs de sa carrière. Le sujet est évidemment très large. Et c'est pour cette raison donc qu'on a cadré un petit peu, Vincent, et tu vas nous proposer un petit focus sur Clint Eastwood côté biopic, parce qu'il y en a eu un certain nombre. Et donc Richard Jewell en fait partie, voilà son dernier film en date. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Clint Eastwood et le biopic? Clint Eastwood a commencé en tout cas son aventure biopic en 87 avec Bird, on en parlait, où il raconte l'histoire du jazzman virtuose Charlie Parker, qui est joué par Forest Whitaker, qui a notamment eu le prix d'interprétation à Cannes pour ce film-là, et c'est sa première incursion dans un biopic d'auteur, on va dire, en tout cas voilà, en tant que réalisateur, qui dégageait déjà une certaine mélancolie. C'était déjà un peu un film un peu noir, un peu qui sonde la noirceur un peu de son personnage principal, et c'est ce qui l'a amené, je pense, un peu plus tard, quand il revient au biopic, notamment avec Mémoire de nos pères, le diptyque Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima, c'est déjà en 2006 et 2007. Et avec ces deux films-là, comme il a déjà une réputation d'être un peu un cinéaste conservateur, quelqu'un qui aime les armes, etc., avec ce film, il va montrer le point de vue différent de deux points de vue, c'est-à-dire le point de vue américain sur le conflit d'Iwo Jima en 1944, et le point de vue japonais. Donc pour un réalisateur qui a un peu une réputation sulfureuse d'être un peu pro-armes, d'être un peu comme ça, très même limite fasciste, on peut certains le caractérisent comme ça. Il va montrer là que c'est pas si simple en fait, et que lui a envie de montrer les différentes parties d'un conflit qui a marqué les États-Unis. Et aussi à travers tout ce qu'on disait, la bureaucratie, le fait que le gouvernement essayait à travers le parcours de ces jeunes soldats dans les films, de manipuler un peu l'opinion, en montrant que les Américains étaient en train de gagner, alors qu'en fait pas du tout. Notamment on voit dans l'affiche de Mémoire de nos pères, le drapeau avec les 3 soldats, cette espèce d'image d'Amérique victorieuse. Et ben là, lui, il veut montrer que c'est pas du tout, c'est pas vraiment le cas, que les États-Unis ne sont pas une espèce de terre comme ça de rêve américain. Donc ça c'est
c'est une première partie de son parcours de biopic qui est très, je pense, très remarquable. Et il va continuer ça avec J. Edgar, qui est le portrait du fondateur du FBI, J. Edgar Hoover, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle titre, et qui est une figure mythique de l'histoire du cinéma, de l'histoire des États-Unis, pardon. Et du cinéma, on l'a vu beaucoup. Oui, on l'a vu beaucoup, qui a lutté pendant 40 ans, de la répression anticommuniste de la prohibition jusqu'à sa mort. Il faisait partie prenante de l'histoire des États-Unis. Il va explorer ça, manière qu'ont le gouvernement de manipuler un peu tout ce qui est opinion, etc. Et ça, il va continuer à le faire on venait de le parler avec American Sniper. Un peu une Amérique post-11 septembre, la guerre en Irak, etc. Et ce qui est bien avec ces biopics-là, c'est qu'ils se focalisent sur des personnages plutôt que sur une guerre, sur des événements de grande ampleur. Et là, on est sur Chris Kyle, qui est un peu un héros du quotidien aussi, qui a un peu de Richard Jewell en lui, justement, ce héros d'une Amérique un peu profonde, qui adore les armes. D'ailleurs, l'arme est un peu le personnage principal des films d'Eastwood depuis ses débuts, je pense. Il y a souvent des plans où l'arme est un peu magnifiée comme ça, notamment dans American Sniper. C'est le personnage principal du film. On voit Bradley Cooper à travers son fusil à lunettes. Il en est pas mal question aussi dans Richard Jewell. Il y a une scène où il découvre un peu l'arsenal entre guillemets de Richard Jewell, et c'est d'ailleurs ça qui va jouer un contre peu lui. jouer contre lui. Oui, c'est ça. C'est une Amérique un peu malade de sa violence. C'est à la fois une Amérique je pense que Eastwood a conscience que l'Amérique n'est pas une terre de rêve, et que la violence de ce pays ressort à travers tous ces personnages-là. Mais c'est aussi c'est pas uniquement de la violence, c'est aussi de l'héroïsme, et c'est ça, je pense, que Eastwood veut montrer à travers ses biopics, parce qu'il y a eu donc American Sniper, ensuite il y a eu le 15h17 pour Paris, où pareil, c'est un peu c'est des jeunes hyper patriotiques qui ont sauvé des gens dans ce train qui arrivait à Paris. Et là, il avait fait jouer les vrais protagonistes en plus. Il avait fait jouer les vrais héros. Oui, il les avait sous la main, parce que l'histoire était tellement récente et il aurait pu faire le choix de prendre des acteurs. Il a sciemment déjà, il faut dire aussi que le film adaptait les mémoires de ces jeunes gens, donc forcément ils étaient impliqués dès le départ, mais oui, il aurait pu choisir un casting de fiction, et il a choisi de prendre les vrais héros. Là, c'était vraiment un choix. On parlait de politique tout à l'heure, c'est un peu politique aussi, c'est-à-dire qu'il dit non seulement je vous raconte cette histoire, mais je prends pas Mark Wahlberg, je vous prends les gens qui ont fait ça, donc oui, c'est pas anodin. Mais juste sur la question politique de Clint Eastwood, c'est quelqu'un qui a eu, notamment à cause de l'énorme succès de l'inspecteur Harry, la réputation d'être un acteur d'extrême droite et absolument infréquentable. Et disons, je dirais que pour les cinéphiles qui le défendaient, il a fallu remonter cette pente-là. C'est-à-dire, il a fallu remonter la pente, c'est-à-dire que dans les années 70 dans les années 70, vraiment, c'était qui étaient des années encore plus politisées qu'aujourd'hui, c'était totalement rédhibitoire. Il était impossible d'admirer un artiste qui était un artiste à droite, voire d'extrême droite. Donc sachant cela, je pense que la critique a essayé de voir ce qu'il y avait à sauver, de ce qu'il y avait de pas trop à droite dans sa personnalité et dans son œuvre. Et je pense que Eastwood lui-même, de manière probablement un peu opportuniste, et je dis pas ça du tout, contre lui, mais enfin, a voulu prouver qu'il n'était pas raciste en faisant Bird, qu'il avait une sensibilité sociale, notamment en faisant Bronco Billy ou Honky Tonk Man, etc. Et c'est vrai que à partir, disons, des années 90, où il devient un des très grands cinéastes dans le monde, la critique et lui-même ont réussi un petit peu à faire oublier les accusations de fascisme. Pour autant, je pense qu'il y a quand même une ambiguïté dans beaucoup de ces films, et notamment dans American Sniper, que je trouve moi être un film passionnant. Mais j'ai des amis qui trouvent que le film n'est pas possible et que le film est vraiment un film d'extrême droite. Mais moi, je trouve le film très complexe et très compliqué. Mais je veux dire, il faut pas non plus il faut pas que le balancier aille trop loin dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui, en termes, moi j'ai l'impression que c'est un cinéaste, une personne
qui est très à droite. C'est-à-dire que il faut pas, c'est comme Delon, c'est-à-dire qu'il faut pas faire de Delon ou de Clint Eastwood des espèces de socialistes souterrains. Ce sont des hommes de droite. Et d'ailleurs, on voit bien, Eastwood déteste Obama et il adore Trump. Donc, voilà. En revanche, Eastwood et Delon, disons comme acteurs, sont des gens qui ont une telle sensibilité artistique, qui sont finalement de si grands artistes, que leurs œuvres ne se résument pas à leurs croyances idéologiques. C'est-à-dire que il y a, je trouve, une complexité de la fiction dans American Sniper. Disons qu'il donne une complexité telle à son personnage que le film a une grande variété d'interprétations et de discussions. C'est-à-dire que American Sniper, c'était un des films, j'aimais beaucoup en parler avec des amis, argument contre argument, de savoir est-ce que c'est vrai, quel est le point de vue du film, est-ce que le point de vue du film est celui du héros, est-ce que le héros est fou, est-ce que le héros n'est pas fou? Et notamment, il y a une scène géniale où à un moment donné, il va chez le psychiatre, on lui dit mais voilà, vous avez tué beaucoup d'Irakiens, est-ce que ça vous pose problème? Et il dit oui, ça me pose problème parce que j'aurais dû en tuer plus pour sauver plus de vies de soldats américains. Et à ce moment-là, on ne sait pas du tout si Eastwood filme un type qui est fou, qui dit je regrette d'être revenu de la guerre en n'ayant tué pas assez de monde. Donc il y a l'interprétation possible, ce type est fou, c'est-à-dire l'armée a fait de lui une machine à tuer et il revient déçu de l'armée parce qu'il a tué que 140 personnes et qu'il aurait fallu qu'il en tue plus. Ça en fait un peu l'anti-Schindler, quoi. C'est-à-dire Schindler s'excuse de ne pas avoir assez sauvé de monde, d'avoir assez sauvé de juifs. Lui, il s'excuse de ne pas avoir tué suffisamment d'ennemis. Mais en même temps, le point de vue, disons, héroïque, le point de vue entre guillemets positif, héros de guerre est tout à fait possible. C'est-à-dire, effectivement, s'il avait tué plus de monde, peut-être il aurait sauvé plus d'Américains. Et je pense qu'il y a dans l'œuvre d'Eastwood, disons, souvent, disons, ces œuvres sont suffisamment complexes, ont suffisamment de possibilités de lecture, comme toutes les grandes œuvres, et voilà, il y a beaucoup d'interprétations possibles, que ça sauve son œuvre, évidemment, disons, du simplisme et d'une interprétation univoque. C'est-à-dire que c'est pas Ken Loach. Ken Loach, on est sûr qu'il est à gauche et on est sûr de ce qu'il raconte et il n'y a pas de doute qu'il n'a aucune sympathie pour les patrons, aucune sympathie pour les conservateurs, aucune sympathie pour le capitalisme. Ça en fait donc un réalisateur beaucoup moins intéressant. Mais par contre, je pense il faut pas non plus... Eastwood n'est pas il n'y a rien de gauche dans le cinéma de Clint Eastwood. Après, il y a dans certaines croyances américaine, disons, de droite, conservatrice, mais libertaire, forcément quelque chose d'humaniste et forcément quelque chose, disons, de potentiellement attachant. C'est-à-dire que la méfiance de l'État, et effectivement, vous parlez de la méfiance des administrations qu'éprouve Eastwood envers ces administrations-là, elles ont un côté où disons, le public européen progressiste peut s'y retrouver. Mais la haine qu'a Eastwood, disons, des administrations, c'est pas une haine qui vient de la gauche, c'est plutôt une haine qui vient d'une forme de méfiance envers l'État. Et donc cette méfiance envers l'État, elle est compatible avec une haine d'Obama et un amour de Trump. Mais voilà, c'est ce qu'il y a de bien avec les grands artistes, c'est que c'est toujours très compliqué. Vous reveniez sur cette haine de la bureaucratie, etc. Je voulais revenir sur un film aussi qui est un peu oublié et qui met aussi en exergue ça, c'était L'échange avec Angelina Jolie qui parle d'une mère de famille à qui le FBI donne en fait son enfant a disparu et le FBI lui dit on l'a retrouvé et en fait c'est pas du tout lui et elle va finir par se faire interner prise dans un tourbillon bureaucratique absolument dégueulasse. Je pense que le mot est on peut dire ce mot-là, et c'est un très très beau rôle justement de femme dans la filmographie de Clint Eastwood, qui, on va dire, ne place pas vraiment la femme au centre de ces films, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est pour ça que ce film-là, en tout cas, est un peu une espèce d'exception, et qui reste quand même très eastwoodien, et qui est pour moi le plus beau rôle, en tout cas, d'Angelina Jolie. À ce jour, oui, il a quand même offert des rôles féminins quand même intéressants. Il y a Hilary Swank dans $1 Million Baby, il y a Meryl Streep voilà. Après, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que Clint Eastwood n'écrit pas ses films. Donc du coup, il est pas non plus, en tout cas la plupart, et c'est assez
Je trouve que c'est un reproche qui lui est fait un peu facile, parce qu'effectivement sur les affiches c'est souvent des hommes, etc. Mais bon, c'est aussi un cinéaste de son époque, donc il a avec des idées aussi politiques comme on le disait, mais il y a quand même eu dans ses films des rôles intéressants offerts aux femmes, même si c'est vrai que c'est rarement les premiers rôles, ça c'est vrai. Et encore récemment, En fait. donc Kathy Bates, comme tu le disais, qui est la seule à avoir été nommée aux Oscars et aux Golden Globes parmi le casting du cas Richard Jewell. Donc ouais, c'est effectivement un beau rôle pour cette actrice, cette grande actrice. Exactement, et c'est justement ce que mon point était justement de pas du tout reprocher à Clint Eastwood un peu ce manque de rôle féminin. C'est au contraire de dire que quand ils sont là, les rôles féminins, ils sont très très marquants, très puissants, très bien écrits, très bien mis en scène aussi. Notamment, moi, il y a un rôle féminin qui m'a marqué, c'est dans Gran Torino, le rôle de la jeune Monk que aussi Clint Eastwood prend sous son aile avec son frère, qui est vraiment très très beau, parce que c'est à partir de ce personnage-là que le personnage d'Eastwood, qui est un vétéran de guerre absolument voilà, comme ça, très très raciste, très très raciste, très très exubérant, très 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 méchant, qui finalement va s'adoucir et s'ouvrir aux autres. Et je pense que c'est comme vous en parliez Nicolas, tout ce paradoxe eastwoodien, gauche-droite, etc., très politique. Et c'est ce qui fait aussi le sel de son cinéma. Mais juste pour finir effectivement sur les rôles féminins, en fait, c'est un procès à mon avis qui est un peu qui n'a pas lieu d'être, parce que peut-être la particularité de Eastwood dans toute l'histoire du cinéma, c'est que je pense que c'est la seule fois où une très grande star comme acteur est devenu un très grand metteur en scène. C'est-à-dire que moi j'adore Warren Beatty, mais enfin comme metteur en scène et comme acteur, mais enfin il a fait 4 ou 5 films. Ouais. Eastwood, c'est la seule star équivalente de Gabin ou de Delon ou de Mastroianni, voilà, la seule star qui a été aussi un metteur en scène du niveau de Fellini ou de je sais pas, ou de Coppola. Donc donc en réalité il fait quand même essentiellement des films sur lui, c'est-à-dire que vous dites les rôles féminins sont pas forcément à égalité avec les rôles masculins, mais en réalité même les rôles masculins en général ne sont pas à égalité avec lui, c'est-à-dire que c'est souvent des films sur des figures du mythe américain. Alors quand il avait l'âge de jouer les rôles, il les jouait. Mais on peut imaginer que, je sais pas, American Sniper, si le film avait été fait dans les années 70, au Vietnam, il aurait tout à fait pu jouer le rôle. Et même à la limite, raisonnant par l'absurde, le film sur le Thalys, il parle effectivement de héros mythiques américains et quand même son grand sujet. Mais c'est parce que le sujet, c'est lui en réalité. C'est-à-dire que c'est quand même, faut jamais oublier que voilà, c'est les deux. C'est à la fois une très grande star, pas forcément un très grand acteur, mais enfin une très grande star et un très grand metteur en scène. Et donc il parle avant tout de ça. Et bon, après, il y a des exceptions effectivement comme Meryl Streep ou Tom Hanks, mais il a mis beaucoup de temps à faire jouer des grands acteurs, parce que c'est un peu comme Tom Cruise, c'est-à-dire je pense que c'est quelqu'un qui en tant que star a du mal à partager la vedette avec des gens qui sont susceptibles de lui faire de l'ombre. Donc c'est quelqu'un qui a commencé en tout cas à travailler avant tout son propre mythe, parce qu'il s'est aperçu qu'il le faisait mieux que les autres, et puis qu'au bout d'un moment il y avait même plus personne qui pouvait le faire. Donc il faut pas oublier ça, c'est-à-dire qu'il est les deux, il est une très grande star et un très grand metteur en scène. Bon, on pouvait pas conclure cette émission sans parler un petit peu de western et se faire un petit plaisir, parce que donc Corentin, on le dit au fur et à mesure des émissions qu'on fait, mais tu es un grand fan et expert de western, et on parle pas assez de western sur Allociné d'ailleurs. Donc voilà, là on a saisi l'occasion de parler de ça à propos de Clint Eastwood, parce que c'est vrai qu'on l'associe beaucoup à ce genre, et voilà, tu nous as préparé un petit focus, et puis après il sera temps de conclure cette émission. J'ai une question piège pour commencer. C'est quelle est la première apparition westernienne de Clint Eastwood? En vrai, c'est très très dur, à moins d'avoir connaître la filmo par cœur, c'est compliqué. Alors notre réalisateur nous souffle la série Rawhide. Non, il est apparu avant. Non, c'était très difficile. Il est apparu dans un film qui s'appelait La Corde est prête, où il fait une apparition. C'est pour ça, c'était vraiment pour le clin d'œil. Il fait vraiment une apparition de 5 secondes où il parle au shérif et puis après il disparaît. Il est même pas crédité au générique. Donc c'est vraiment une question sale. Hein. C'était vraiment pour vous piéger. Mais non, ça effectivement, par contre, ça vrai, le moment où il va en tout cas se faire remarquer, c'est dans cette série Rawhide, qui est une série, pour faire simple, de ranch,
Comme il y avait Bonanza, il y avait Rawhide, et c'est une série qui a eu un énorme succès, qui a connu beaucoup de saisons, et c'est via cette série que Sergio Leone va repérer cet acteur qui a l'air un peu de s'ennuyer sur les plateaux, et il va repérer qu'il a un visage qui est en train de changer, c'est-à-dire que Clint Eastwood jeune, c'est vraiment le jeune premier. Dans Rawhide, il commence à prendre un tout petit peu de l'âge, il commence à avoir ses rides aux yeux. Et c'est ce qui va séduire Sergio Leone, qui filme beaucoup les yeux, comme vous le savez. Donc voilà, il va aller le démarcher, on peut dire, et le convaincre de venir tourner en Italie, donc pour une poignée de dollars, puis, et pour quelques dollars de plus, puis Le Bon, la Brute et le Truand, alors que Clint Eastwood ne veut déjà plus revenir, mais il finira par accepter de revenir dans Le Bon, la Brute et le Truand. Et il aurait dû revenir dans une scène introductive d'Il était une fois dans l'Ouest, puisqu'on a retrouvé dans les croquis de costumes de Il était une fois dans l'Ouest que les 3 hommes qui devaient attendre Charles Bronson à la gare dans Il était une fois dans l'Ouest devaient être Lee Van Cleef, Eli Wallach et Clint Eastwood de du Bon, la Brute et le Truand, qui auraient dû se faire flinguer. Et ça ne s'est pas fait parce que certains acteurs ne voulaient pas revenir, dont Clint Eastwood. C'est un peu dommage, ça aurait fait un beau symbole quand même. Et puis donc surtout Clint Eastwood, dès son engagement est fini avec Le Bon, la Brute et le Truand, contrairement à d'autres acteurs américains partis tourner en Italie, notamment des westerns, Lee Van Cleef va rester par exemple, Clint Eastwood va revenir tout de suite, dès qu'il peut, aux États-Unis, et très rapidement va continuer de jouer dans des westerns et aussi passer à la réalisation. Il va faire par exemple dans les westerns dans lesquels il joue et qui sont un peu marquants, il y a Pendeleo et Court de Ted Post, qui est vraiment un très très bon film, dans lequel d'ailleurs il porte le même ceinturon que dans la trilogie des dollars et que dans Rawhide. Voilà, petite info en passant. Et donc voilà, il va réaliser son premier western avec L'Homme des Hautes Plaines en 73, qui est une espèce c'est un western très particulier parce que c'est un homme qui vient qui arrive de nulle part pour une vengeance, mais qui va pousser la vengeance à un paroxysme vraiment presque surréaliste, quoi. Le film aussi, au niveau de son esthétique, avec le cinéma fantastique, c'est assez étonnant à voir. Et donc, quelques années plus tard, le fameux José Wells dont on parlait, et qui est vraiment un film formidable. Quelques années plus tard, il reviendra avec quelques années de plus, il reviendra avec Pale Rider, où il joue une espèce de pasteur flingueur, on pourrait dire, mais le film n'est pas du tout comique, comme ça pourrait le laisser entendre. Non, mais c'est pour vendre un peu le truc, mais c'est un film aussi très réussi, moins que je trouve que José Wells, mais quand même avec des thématiques très intéressantes. Et puis évidemment viendra le temps d'Impitoyable, dont je vais pas m'appesantir dessus. On a déjà dit tout le bien qu'on pensait de ce film. Et le saviez-vous, on parlait de Clint Eastwood chanteur dans Honky Tonk Man. Clint Eastwood a chanté dans un western dans lequel il était acteur, qui s'appelle en français La Kermesse de l'Ouest, qui était un film de John Sturges, dans lequel il y avait Lee Marvin aussi. Alors imaginez Lee Marvin chanter, c'est déjà un poème en soi. Je crois que c'est un film de Joshua Logan. Oui, je crois que oui, vous avez raison. Ouais. Merci de nous avoir rappelé. Non. Effectivement. Et donc c'est une espèce de caravane qui traverse une partie des États-Unis, et donc le film s'avère un film musical. Et c'est tout à fait. C'est vraiment une vraie curiosité. Pour le coup, c'est un film qu'il tourne en plus très peu de temps après Le Bon, la Brute et le Truand. Donc c'est assez étonnant de le voir jouer et chanter. En plus, il tranche vraiment avec les films de Leone. Il est vraiment imberbe. Il retrouve un look de jeune premier justement pour ce film-là. Il y a aussi Anita Ekberg, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment un film étonnant que je vous encourage à regarder, parce que c'est pas si mal. C'est vraiment un film qui n'est pas dénué d'intérêt. Voilà, plein de suggestions de films à découvrir ou redécouvrir de Clint Eastwood. Et donc, le dernier en date qui sort ce mercredi 19 février, qui s'appelle donc Le Cas Richard Jewell, avec notamment Sam Rockwell au casting, Kathy Bates, John Hamm et donc Paul Walter Hauser qu'on évoquait tout à l'heure. Avant de conclure cette émission, je voulais quand même parler un tout petit peu de votre actualité, Nicolas Pariser, puisque Alice et le maire vient de sortir en DVD. Il est également nommé au César par l'entremise de Anaïs de Moustier dans la catégorie meilleure actrice. C'est bien mérité. C'est bien mérité, et on aurait voulu plus, notamment pour Fabrice Lucchini. Donc découvrez ce film si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir en salle. Et puis actuellement, vous tournez une série. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot sur Oui, cette je actualité ? tourne 7 épisodes d'une série qui est le remake français de la série En Analyse, qui est une série israélienne au départ et qui ensuite a été faite dans beaucoup de pays, aux États-Unis, en Italie, au Japon.
Et donc voilà, donc on est en train de tourner la version française de cette série, et moi je tourne des épisodes avec Pio Marmaille et Clémence Poésy. Et voilà, alors c'est de la série, donc c'est un tournage qui est extraordinairement long. Moi je fais que 11 jours, mais je crois qu'il y a 4 ou 5 mois de tournage, et je pense que la série sera visible sur Arte, alors soit à la rentrée 2020, soit fin 2020, voilà. Et donc, c'est une série qui a été présentée comme étant, je sais pas si c'est le bon terme, mais avec pour showrunner Toledano et Nakache, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est produit par Les Films du Poisson, et les 2 showrunners sont Eric Toledano et Olivier Nakache qui réalisent peut-être un tiers des épisodes. Donc, il y a aussi Mathieu Vadepied qui réalise les épisodes, et Pierre Salvadori qui réalise comme moi cet épisode. C'est un fonctionnement beaucoup plus industriel qu'un film, c'est-à-dire que tout se fait un peu en même temps, et sur très très longtemps. J'ose même pas imaginer comment va se passer la post-production, le mixage, la post-synchronisation, etc. Enfin voilà, en tout cas c'est un projet intéressant, et il y a Carole Bouquet, Reda Gateb, Mélanie Thierry, Pio Marmaille, Clémence Poésy, et j'oublie quand même le rôle principal, le rôle du psychanalyste, c'est Frédéric Pierrot. Voilà. D'accord. Ok. Joli casting. On est curieux de voir ça. Est-ce que vous avez déjà un peu des envies d'écrire un nouveau film? Il faut, parce que sinon, on fait déjà pas assez de films en France. Je vois que Clint Eastwood, en 10 ans, fait un film par an. Bon, il écrit pas ses scénarios, et je pense qu'il doit passer en montage, il doit pas, voilà, donc ça laisse du temps. Mais oui, j'écris mon prochain film. J'espère finir le scénario à la fin de l'année, et donc tourner printemps, été, automne 2021 pour une sortie, si tout va bien, en 2022. Ce serait idéal. Un petit indice sur le thème ou sur le ton du film? Est-ce qu'on va se rapprocher un peu d'Alice et le maire? Non, pas du tout. Alors peut-être que ça va complètement changer, mais c'est plutôt un film d'aventure, je dirais. Voilà, je dirais ça comme ça. Merci beaucoup, Nicolas Pariser, d'avoir pris le temps de partager avec nous votre passion et votre expertise sur Clint Eastwood. Merci beaucoup, Vincent Formica, Corentin Palanchini de la rédaction d'Allociné, également pour votre expertise et vos propos passionnants. Je crois qu'on va ressortir de cette émission en ayant envie de voir ou revoir plein de films de Clint Eastwood. Et merci beaucoup, Andou Raminoson, à la réalisation de cette émission. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast. Salut. Salut. N'hésitez pas à noter cette émission, à la partager et à en parler autour de vous. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcasts.